Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait 1 mois que j'ai pas enregistré d'épisode, fait que je suis comme bien fébrile, bien excitée. En plus, je suis bien entourée. Puis comme vous le savez, à défaut de revenir pour une saison régulière, j'ai décidé de revenir avec des épisodes au gré de mes disponibilités ou bien au gré des opportunités qui s'offrent à moi. Et puis là, aujourd'hui, je suis de retour avec un épisode bien spécial parce que dans le cadre de la sortie du film Négligence, j'ai la chance d'enregistrer un épisode qui aborde le sujet. Et pour ce faire, je suis en très bonne compagnie. Avec moi, 2 femmes dont j'admire beaucoup le travail. J'ai avec moi Annie Archambault, aussi connue comme Sur le bord de la ligne sur les réseaux. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Et Michelle Hood, aussi appelée la MD colorée. Salut. Ça va bien? Oui, ça va et toi? Oui. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Je suis bien contente de vous avoir. Surtout que, tu sais, on en a discuté un peu, mais le sujet de la négligence, ça peut être abordé de plein d'angles. Puis aujourd'hui, c'est ça, on va en parler, tu sais, selon notre ressenti individuel, mais j'aimerais aussi qu'on en discute en gardant en tête votre travail. Fait que je vous invite à vous présenter rapidement, puis peut-être même mentionner les liens qu'il peut y avoir entre votre travail, ce que vous faites au quotidien, ou juste ce que vous pouvez observer dans votre travail, puis la négligence, finalement. Je sais pas qui veut commencer. Tu veux que je commence? Oui, vas-y. Allez, va. La beauté avant l'âge. Ah non, Ah, ça, ce serait arrête. moi, ça veut dire. Je suis plus jeune que T'es toi. plus jeune que moi, oui. T'es Bon. plus jeune que moi. Mais vas-y, je te laisse. Donc, moi, dans la vie, je suis intervenante de proximité et intervenante psychosociale sur appel dans un foyer de troubles pour femmes, justement, violence conjugale, santé mentale, conso, itinérance. Et à temps perdu, je donne des conférences et des choses comme ça. Et dans le fond, dans le cadre de mon travail, la négligence peut être abordée sur plein de thèmes, mais aussi l'âge. Donc, il y a l'itinérance jeunesse qui existe. On voit des jeunes de 12 ans en situation d'itinérance à Montréal. Il y a beaucoup, beaucoup aussi de personnes adultes en situation d'itinérance, qui, pour moi, c'est être négligé par la société que ces besoins de base ne soient jamais comblés. Puis après, ces adultes-là nomment beaucoup avoir vécu dans des familles où il y avait de la violence, avoir vécu de la négligence plus jeune, des choses comme ça. Donc, j'ai l'impression que le thème négligence peut venir toucher beaucoup d'angles, en tout cas dans mon domaine. Oui, vraiment. Ouais. C'est vraiment intéressant. C'est vrai de le voir de différentes perspectives. Là. Moi, je suis médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive. Ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'on est des spécialistes de la santé des populations et on a comme mission principale, en tout cas, c'est ma mission principale, de réduire les inégalités sociales de santé, c'est-à-dire s'attaquer à tous les déterminants de la santé qui permettent à certaines personnes plus qu'à d'autres d'être en santé physique, mentale, sociale. Et justement, dans mon travail, je travaille à la santé publique de Montréal pour la santé des jeunes 0 à 25 ans. Donc, on travaille pour créer à Montréal des environnements, tout type d'environnement pour que les enfants soient en santé. Alors, s'attaquer à la violence sous toutes ses formes, ça fait partie de notre mandat. Puis, quand j'étais étudiante en médecine, une des phrases qui m'a le plus marquée quand j'étais dans une conférence de santé mondiale qui m'a poussée à aller en santé publique, c'était même la ministre de la Santé du Canada qui avait dit ça. Wow. On ne peut pas mettre fin à la violence conjugale tant qu'on ne met pas fin à la violence parentale. Ça m'avait fait réfléchir sur le cycle de la violence et l'importance d'agir en amont, d'agir sur les déterminants pour réduire la violence puis protéger les enfants et donc les adultes. Donc, ce serait ça les liens principaux, je crois, avec ma profession. Moi, je pense qu'on oublie que ça part de quelque part. Tu sais, c'est pas du jour au lendemain que quelqu'un a des comportements violents. Souvent, ça peut partir d'un environnement. Peut-être que cette personne-là, c'est ce qu'elle a connu, elle, durant son enfance, qu'elle répète peut-être quelque chose une fois adulte. C'est très complexe. Puis, il y en a qui se demandent vraiment qu'est-ce qu'on entend par négligence parentale. J'ai comme une définition ici. C'est une définition du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre du Québec. On nous dit en fait que la négligence, c'est une carence significative, voire une absence de réponse à des besoins d'un enfant reconnus comme fondamentaux. Cet état de carence est le résultat d'une perturbation de la relation parent-enfant et du rapport de la famille et de l'environnement. Puis il faut comprendre qu'il y a certaines formes aussi de négligence. Tu sais, ça peut être physique, mais ça peut être médical, éducationnel, affective, communautaire. Puis aujourd'hui, je tiens aussi à
a mentionné que elle n'est pas donnée qu'à, on va dire, une seule strate sociale ou qu'à un seul milieu socio-économique ou à une communauté. Je pense aussi qu'il faut comprendre que la négligence, ça peut toucher tout type de famille, tout, tu sais, il n'y a pas Toute de... classe sociale aussi. Là. Exactement, c'est surtout ça même, en fait. J'ai Mhm. l'impression qu'on l'associe à une certaine classe sociale, alors que, tu sais, pour le mentionner, moi, j'ai reçu des témoignages que c'était explicitement mentionné comme quoi, tu sais, hey, on a l'air de la petite famille parfaite, de l'extérieur, tout est super beau, mes parents ont des moyens, entre guillemets, puis, tu sais, on est choyés, tu sais, c'est ça, famille de Mhm. bon salaire et tout. Mais il y a quand même de cette situation-là, la personne, tu sais, m'a partagé comme quoi, tu sais, puis c'est ça, Mhm. c'était vraiment très précis. Puis, Mais je pense que c'est vas-y. les classes de personnes qu'on va le moins regarder aussi, de toute façon. Tu sais, qu'on va moins être Ouais. porté à avoir justement un jugement à la base. Tu sais. Ouais. Par exemple, tu as 2 enfants qui rentrent à l'école, tu as un des 2 enfants que, OK, peut-être qu'ils portent souvent le même linge, peut-être que ses lunchs, des fois, sont pas assez complets Mhm. à cause du côté financier, peut-être qu'il peut pas payer pour les activités parascolaires, nanana. Mhm. Puis mais que c'est peut-être l'enfant qui a à la maison, ben il y a tout en fait. Tu sais, Oui. il y a tout Oui. dans son développement, il y a mais pas juste l'amour, mais l'éducation et tout. Ouais. Et de l'autre côté, ben la personne qui est toujours propre, bien habillée, Mhm. nanana, qui parle pas Mhm. trop, qui est un peu plus timide, c'est peut-être la personne qui vit le plus à la maison, mais on va pas être porté Mais non. à avoir ce regard-là. Puis ça aussi, c'est de la négligence de la part des adultes aussi, de Oui. pas regarder tout le monde Ben oui. égal à la base, tu sais. Ben, on revient à Mais- la société puis au système, Ouais. finalement, là. Oui, Ouais. mais je suis quand même allée lire un peu là-dessus avant le podcast, puis pour voir le lien entre, on va dire, le statut socio-économique Mhm. et la négligence. Et c'est pas un lien direct, là. Non, non, pas c'est ça. Il n'y a pas un statut lien de causalité, socio-économique, négligence, Mhm. mais tout est interrelié. Donc, Mhm. les conditions de vie plus difficiles, Mhm. qui sont liées souvent au statut socio-économique, en termes peut-être je sais pas, de revenus, puis de Mhm. stresseurs dans la vie, c'est Mhm. lié quand même à Mhm. tout ce qui est parentalité, Ouais. parce qu'on parle aussi de réserve mentale, de charge mentale, de santé mentale. Et là, c'est vrai que ça peut absolument toucher tout le monde, puis il ne faut Mhm. pas se tourner la tête. Il ne faut pas non plus discriminer des personnes en disant, ben le lien Ouais. est direct entre le Non, c'est statut ça. socio-économique puis, ou le revenu, puis la négligence. Pas du tout. Mais les gens qui l'ont plus tough dans la vie, Oui. Ah. généralement, tu le sais, les déterminants s'accumulent. Ben là. oui. Et là, c'est quand même lié Mhm. au... Ben, une au mère risque monoparentale là, qui a 2 jobs puis qu'elle veut pas être négligente, mais que, tu Ben, sais, je veux dire, il y a aussi Oui, des oui, facteurs. c'est ça. Ouais. Et il faut le dire aussi, on ne Ouais. juge pas, on ne pose pas un jugement tu sais, sur Non. des situations qu'on ne connaît pas. C'est souvent pas intentionnel. Ouais. Des fois, ça Mhm. peut l'être. Et là, on s'entend que... Oui, oui, on a tous nos biais, puis... Oui, oui. Mais c'est rarement voulu. En fait, Ouais. c'est souvent Mhm. situationnel. Mhm. Et c'est pour ça qu'il y a espoir de Mhm. stopper Ouais. la roue peut-être de la violence, la roue de la négligence. Ouais. Mhm. Tu sais, si je vais pas dire des moments du film, mais il y a un moment du film justement qui me fait penser que, tu sais, il y a eu un moment de négligence, mais que c'est quelqu'un qui essaie juste qu'on garde son enfant le temps qu'elle aille faire des sous pour faire l'épicerie, tu sais. Mhm. Non, mais il y a C'est tu une sais, question de survie rendue oui, là. oui, là. Ouais, ouais. exact. Puis c'est pas... ça Ouais. a un lien, quelqu'un, mettons, qui a les moyens financiers de se Ben faire oui. livrer l'épicerie Ben, c'est et pas laisser ouais. son enfant tout seul à la maison. Tu sais, L'accessibilité aux Mhm. ressources, en fait. Là, Exact. tant d'un point de vue d'aide, de service, là, d'un point de vue santé mentale ou Mhm. même physique, que juste des ressources en général. Fait que c'est Mhm. sûr que Puis, tu sais, il y a une différence. dans les types de négligence, il y en avait un qui était la négligence communautaire. Ouais. La négligence de la communauté, j'ai trouvé ça intéressant. Ouais. C'est un petit peu ce à quoi tu faisais référence, peut-être, mais si, justement, la société donne pas, par exemple, à une femme la possibilité d'amener son enfant dans un milieu de Mhm. garde pour lui enlever parfois cette charge mentale qui est là à tout moment, ou alors qui lui permet d'aller travailler, d'aller ramasser de l'argent, bien, en fait, est-ce que la négligence provient de la mère ou est-ce qu'il y a une part de responsabilité puis il y a une négligence de la communauté? Mm. Faut se poser Ah, la question. c'est vraiment intéressant. Puis je tiens aussi à remercier les personnes qui m'ont partagé leurs témoignages. Je vous remercie de votre confiance puis de votre générosité.
je pourrais pas, malheureusement, tous les lire. J'aurais aimé ça, pouvoir donner une voix à tout le monde. Puis sachez que j'ai tout lu ce qui m'a été partagé. J'ai pris des pauses parce que des fois, c'était quand même chargé, on va dire. Mais c'est ça. Sachez que j'aurais pu le tout lire, mais j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y a quand même beaucoup de gens. Il y en a qui l'ont partagé directement sur Reddit. J'avais fait une publication pour ceux qui ne sont pas au courant. Mais j'ai fait un lien aussi, Typeform. Puis j'ai eu plus de réponses là. Puis je trouvais ça intéressant que... Puis je crois que c'est très normal, en fait, de vouloir vraiment garder ça anonyme. Puis de comme... Peut-être qu'il y a quelque chose de plus éphémère aussi dans le fait de l'écrire, puis de me l'envoyer, puis de se dire, bah, tu sais, ça ira ou ça ira. Mais c'est ça. Merci, bref, de votre partage et de votre générosité. J'apprécie. Puis aujourd'hui, ben c'est ça, c'est de présenter certains portraits, certaines situations, nous d'en discuter, je vais dire, à la hauteur de nos compétences ou de ce qu'on peut aussi, je vais le mentionner là, mais ça reste qu'on n'est pas des psychothérapeutes ou on ne pourra pas donner de ce genre de conseils, mais naturellement que je vous conseille peut-être de chercher au niveau des ressources. Je vais en laisser dans la barre de description aussi, assurément. Puis voilà, on pourrait commencer si le cœur vous en dit. Allons-y. Je vais faire un trauma-avertissement je vais en faire pour chaque publication. Donc, je sais qu'il y en a qui ça les gosse un peu, les trauma-avertissements, mais j'ai pas le choix. En plus de la négligence dans cette histoire, il va être question de dépression, de parentification et de rejet parental. Qu'est-ce que ça veut dire, parentification? Parentification, c'est quand l'enfant, finalement, prend le rôle du parent. Puis rejet parental, ben ça le dit un peu, mais ouais. Et donc, c'est une femme de 19 ans qui m'a écrit en disant « Bonjour Marie-Lou. » Elle est toute jeune encore. Oui, je sais. Je vous écris pour vous raconter mon expérience. J'avais 12 ans, je suis maintenant âgée de 19 ans, et c'était suite à la séparation de mes parents que ça a débuté. Ma mère était effondrée à l'époque à cause de la séparation. Donc, étant l'aînée, j'ai commencé à endosser le rôle de mère pour ma petite sœur en l'aidant avec ses devoirs, en lui préparant à manger et en la préparant avant d'aller à l'école. À cette époque, ma mère était en dépression et ne souhaitait rien faire. Donc, c'est moi qui avais toutes les corvées de ménage de la maison. Une chose qui m'avait vraiment marquée à l'époque, c'était que ma mère était constamment en colère contre mon père. Elle sortait toutes les insultes possibles sur son cas. Une chose à savoir, c'est que je suis physiquement la copie conforme de mon père. Donc, elle a commencé à faire du favoritisme en donnant tout ce que ma sœur souhaitait. Alors que moi, je devais travailler pour avoir quelque chose. Un jour, je l'ai confrontée par rapport à ça et elle m'a dit « Je ne sais pas si je vais pouvoir t'aimer un jour parce que tu ressembles trop à ton père. » J'étais dans l'incompréhension la plus totale. Je ne savais pas qu'est-ce que j'avais fait pour mériter ça, puisque je faisais tant de choses pour elle et je n'avais aucune reconnaissance. C'est à cette époque que j'ai commencé à douter et à perdre confiance en moi. Vers l'âge de 13 ans, ma mère a commencé à sortir avec des hommes qu'elle changeait aux 3 mois environ. Lors de ces relations, ma mère n'était pas en mesure d'assumer les responsabilités parentales envers ma sœur et moi. Alors, je devais gérer les états d'âme de ses partenaires en faisant des activités pour qu'ils vident leur sac sur ma mère, et je faisais la même chose pour ma mère en retour. J'ai, en quelque sorte, géré la maison de ma mère pendant 4 ans. Elle n'avait personne de sa famille qui habitait la région, donc, lors de mes 15 ans, elle a déménagé dans une autre région pour se rapprocher de sa famille. C'est aussi à cette époque que la DPJ a ouvert un dossier à la suite de plusieurs plaintes. Ainsi, mon père a obtenu notre garde à temps plein. Mais ce n'était pas facile de m'adapter puisque chez mon père, je n'étais qu'une ado, alors que durant 4 ans, j'étais déjà une adulte dans un corps d'ado. J'ai fini par m'adapter à ma vie, mais j'ai encore des séquelles à traiter. Merci de votre écoute. PS, je vais beaucoup mieux aujourd'hui. Tant mieux. Oui. Tant mieux. C'est jeune, hein? Oui, vraiment. Puis ça démontre ce qu'on parlait tantôt, les liens avec la santé mentale des parents. Quand tu vis un épisode difficile de santé mentale et que tu as des personnes à ta charge, ça devient tellement plus difficile. Mais là, par contre, je suis dans un dilemme. On peut des fois comprendre qu'il y a des déterminants difficiles pour les parents, mais en même temps, ce que cette personne-là a vécu, ça reste extrêmement difficile, puis ça reste avec un impact extrêmement grand sur
sur son développement. Puis pendant, là, on parle de 12 à 17 ans, là, à peu près, ou 12 à 16. 16 à peu près, C'est beaucoup le moment du développement de l'identité, du développement de la confiance en soi envers les autres. Donc, en tout cas, moi, je trouve ça difficile des fois entre voir les facteurs difficiles pour les parents puis trouver ça inacceptable en même temps pour l'enfant. Mais je pense que les deux peuvent Mais coexister. ça peut coexister moi, je de pense qu'il faut, comprendre. en fait. Mais tu sais, souvent, je dis sur les réseaux sociaux, en fait, c'est pas parce que quelque chose est explicable qui est excusable. Mais c'est bien dit. Tu sais, tu peux expliquer le comportement de quelqu'un, le pourquoi, le comment. Après, comme individu, on n'est pas obligé de pardonner, on n'est pas... Puis on peut pardonner aussi, c'est à notre choix de le propre faire. à la personne. Là. Mais ça peut coexister d'expliquer une situation, de comprendre le pourquoi, mais de ne pas excuser ce qui en est arrivé par la suite. Tu n'es pas obligé. Comme tu peux décider que, ben je le comprends, puis ben je laisse place à accepter ça, puis à pardonner. Après, c'est... Mais les deux peuvent coexister, qu'une situation qu'on trouve autant pour sa mère, qu'elle a vécu un trauma en tant que tel, puis après, elle a cope avec des relations avec ça, une dépression. Tu peux dire, c'est vraiment poche pour elle, et c'est vraiment poche pour tout le monde, en fait. Je suis sûre qu'il n'y a personne qui se réjouit autant la mère que les enfants, que le père, que la petite sœur, que le... Mais après, c'est de voir aussi plus tard, tu sais, ça peut vraiment avoir des impacts de toujours vouloir plaire, de toujours pas comprendre. Tu sais, ça peut être énorme. Prendre soin des autres avant de soi. Prendre soin des autres. Mais le fait que cette personne-là partage son expérience comme ça, moi, je trouve ça vraiment... c'est comme s'il y avait vraiment un cheminement. Puis il faut que les individus qui ont vécu de la négligence reconnaissent qu'ils en ont vécu, puis que c'est pas quelque chose de normal, c'est quelque chose qui interfère avec ton développement puis qui peut t'amener des enjeux de santé mentale puis de la souffrance à l'intérieur. Donc, souvent, c'est bon d'aller peut-être adresser ça, d'aller peut-être faire de la thérapie. Ou, en tout cas, ça dépend des personnes, mais je trouve que cette jeune femme-là a l'air sur la bonne voie d'être capable de parler comme ça de son expérience, de dire qu'elle va mieux. Il y a des personnes qui m'ont écrit, je pense à une personne en particulier qui m'avait écrit en privé sur Reddit. Puis c'était super intéressant, c'était très, très long comme publication. Puis en tout cas, je l'avais écrit en lui demandant est-ce que j'aurais l'autorisation. Bon, finalement, je ne la lirai pas aujourd'hui, mais on a eu la discussion, puis c'était intéressant de discuter d'à quel point ça pouvait faire du bien de l'écrire, finalement, tu sais, sans nécessairement... C'est thérapeutique aussi, là. Oui, exactement. Puis je me disais, là, c'est ça, je me parlais à moi-même, je me consolais en me disant, je pourrais pas toutes les lire, mais j'espère que ça leur a fait du bien de le déposer ou de... Tu sais, puis il y avait même dans l'exercice, la personne disait qu'en se relisant, c'était particulier aussi de tu sais, comme l'espèce de regard un peu de se relire puis de faire... C'est ça que j'ai vécu. La validation ou l'appropriation de l'expérience. C'est comme... oui, parce que je pense que des fois, elle veut pas à ne pas l'écrire ou à pas en parler ou à peu en parler. Des fois, c'est pas toujours facile d'aborder le sujet avec notre entourage, surtout si, exemple, on est rendu adulte puis que ça s'est passé... Mais c'est facile de le shooter à un inconnu sur Internet, là, tu sais, de faire comme... Je m'en... pas facile dans le sens... C'est pas facile émotionnellement, mais dans le sens... C'est comme si tu l'envoies... Tu sais, t'écris ce que t'as, tes émotions, nanana, puis tu l'envoies dans l'univers. Tu l'envoies à Annie puis Michel. Oui, c'est ça. Mais il y a un autre enjeu de société là-dedans, dans cette histoire-là, c'est la séparation, le divorce des parents. Et je crois que ça peut être des épreuves vraiment difficiles pour les parents. De se séparer en même temps que d'avoir des enfants, de vivre des choses difficiles en même temps que d'avoir des enfants. Mais pour les enfants aussi, de mettre des enfants au centre d'une séparation, là, c'est dur pour les enfants. Puis d'associer son ancien partenaire à son enfant, ça doit être très difficile pour l'enfant. Mon Dieu, c'est sûr que ça, c'était crève-cœur à lire, là. Vraiment. Je ne le cacherai pas. Puis je trouve ça intéressant comment, dans l'histoire, c'est mentionné qu'elle va déménager pour se rapprocher de sa famille. Tu sais, quand on parlait d'avoir un bon réseau, d'avoir un soutien autour, tu sais, on le voit bien que là, après quelques années, c'était comme, ouf, OK, tu sais. Un filet de sécurité, c'est ça. Un filet social. Oui. Tu sais, c'est plein d'éléments comme ça, tu sais. Fait
On peut juste, tu sais, j'étais contente de lire Je vais beaucoup mieux aujourd'hui. Je me disais comme, tu sais, il y a quand même, c'est peut-être effectivement une bonne étape du cheminement. Puis après, je pense que c'est vraiment sur le long terme que ça se travaille. Puis, tu sais, ben, que ça se travaille pas. Travaille sur soi, mais juste comme, c'est ça. Je pense que c'est un cheminement finalement, là. Puis, tu sais, c'est vrai que dans des séparations, dans des divorces, le soutien social devient vraiment important, surtout quand on a des enfants. Puis, le capital social qu'on appelle, là, c'est comme le capital financier, mais d'un point de vue des relations sociales, à quel point on peut s'appuyer aussi sur un réseau social quand on a des enfants. Puis, c'est la même chose aussi en termes de soins, peut-être de soins psychologiques aussi ou de relations d'aide à l'intérieur même d'une famille. Ça, c'est des ressources qui existent, mais qui sont peu accessibles. On le sait que l'accessibilité aux ressources de santé mentale ou, tu sais, avoir de l'aide pour s'occuper des enfants hors des heures d'école, il y a tout un problème d'accessibilité. On sait qu'il y a un besoin, là, mais faut tellement continuer à comme marteler ce dossier-là. Moi, on dirait que je suis comme... Je trouve ça vraiment particulier de me dire que c'est parfois les gens qui en ont le plus besoin, pour qui c'est genre le parcours du combattant d'avoir accès à pouvoir justement comme un psychologue ou ça peut être travailleur social, tu sais, ça peut... Oh là là, ouais. On peut partir à la deuxième. Notre courage à cette jeune fille. Assurément. Puis j'espère que ça lui a fait du bien, comme je l'ai déjà mentionné. Mais moi aussi, j'ai le feeling que c'est comme dans la bonne voie. Fait qu'on, oui, beaucoup de courage, de la résilience aussi. La deuxième histoire, le trauma avertissement, va être plus long. Peut-être que tu l'as déjà lu, là, ça a été partagé sur Reddit. Puis là, ben, en plus de la négligence, il va être question de dépression, d'inceste, de violence physique et psychologique, de rejet parental, de consommation et de tentative de suicide. Donc, c'est quand même assez, assez costaud. Puis, je le mentionne là, j'aurais dû le mentionner au début, mais si vous sentez que vous avez besoin de prendre des pauses durant l'écoute de ce podcast, allez-y, j'ai aucun problème. Vous pouvez l'écouter en 2, 3 parties, peu importe. Écoutez-vous là-dedans, j'ai envie de dire, respectez vos limites. C'est ça. Pour la deuxième histoire, ça va comme suit. Ma blessure maternelle est ma plus tranchante. Mes parents se sont divorcés lorsque j'avais 4 ans, après 10 ans de mariage. J'avais un frère de 1 an et ma mère était enceinte. Mon père, du temps qu'ils étaient ensemble, il était très présent. La majorité de mes souvenirs sont avec lui, autant dans ma tête que sur des cassettes, sur des photos. Après le divorce, on est parti avec ma mère dans une autre ville et elle est tombée deep en dépression. On voyait plus mon père, qui, rappelons-le, était celui qui comblait nos besoins affectifs. Ma mère s'enfermait dans sa chambre 24/7, me laissant avec mes frères, dont un nouveau-né. Au même moment, j'ai commencé à me faire abuser sexuellement par mon oncle, qui était le mari de la sœur de ma mère, chez qui on était gardés chaque fin de semaine. Il venait la semaine chez nous pour aider ma mère. Donc, je me faisais abuser par mon oncle. Ma mère me frappait aussi à cause de la difficulté qu'elle avait à réagir face à certains comportements de détresse psychologique que je pouvais démontrer. Je me suis sentie incomprise très jeune. Lorsque mon oncle et ma tante n'étaient pas là, ma mère s'enfermait dans sa chambre et me laissait avec mes frères. Quand ils pleuraient, je les frappais de toutes mes forces dans le ventre. Je me détestais tellement de faire ça. Je me frappais moi-même après. Je ne me rappelle plus quand est-ce qu'on a recommencé à voir notre père, mais on créait de beaux souvenirs avec lui. On faisait des sorties classiques, genre aller au zoo, au jardin botanique, aller au McDo, au cinéma. C'était difficile de nous sortir parce qu'on se pognait tout le temps. On était des enfants extrêmement chaotiques. Je n'ai pas mentionné que mon frère du milieu est autiste et ma mère a arrêté les services qui lui étaient offerts parce qu'une intervenante lui avait dit qu'elle devrait revisiter certaines façons d'interagir avec lui. Et puis, il n'y a jamais eu de rencontre. Aujourd'hui, il a une job depuis 3 ans, élevé comme un bon travailleur, mais il y a de la difficulté dans ses relations et avec son estime personnelle. Le parfait golden child. Pour ma part, ma mère m'a mise à la porte à mes 13 ans. Je lui ai mentionné que ça serait peut-être le fun, car je lui avais mentionné que ce serait peut-être le fun de faire la garde partagée avec mon père. Donc, c'est la raison qui fait que sa mère l'a mise à la porte. Je suis revenue, mes affaires étaient devant la porte, dans un sac poubelle. Mon père, lui, était en route. J'en aurais pour longtemps à raconter, les années d'après jusqu'à aujourd'hui, mais en gros,
Centre jeunesse, itinérance, encore plus d'abus, consommation, plus de 10 tentatives, 5 diagnostics, 10 hospitalisations. J'ai développé des patterns de marde, j'ai blessé des gens que j'aime sans le vouloir, mais toujours forte, toujours lucide, toujours debout. Entre parenthèses, ça dépend des jours. Je suis incapable de travailler et je vis sur l'IVAC. Je guéris un peu plus à chaque jour. Guérir, ça fait presque aussi mal que de le vivre, let me tell you. Mais ça vaut la peine. Je suis fière de briser le cycle. Mais d'abord, quelle force, quel courage de partager ça. Puis je comprends quand elle dit qu'elle a la force d'être là puis de briser le cycle. Là. Ouais. On dirait que moi, ça me fait plus penser au fait que quand j'ai commencé ma carrière en intervention, c'était intervention jeunesse, centre-sud, itinérance. Et moi, j'étais complètement déconnectée du fait de combien il y a de l'inceste au Québec. Ah, c'est... Parce que son histoire, c'est son histoire, ça lui appartient à elle ou à la personne, mais c'est comme plus commun qu'on pense. Là, j'essaie de pas comme dire « Hey, son histoire est pas tant spéciale ». Je veux dire, c'est pas ça que je fais. Là. Non, vraiment pas. Je veux juste dire que quand j'ai commencé l'intervention avec les jeunes de la rue, j'étais comme « Attends, comment ça que j'ai plus assez de doigts pour compter combien de jeunes ont vécu de l'inceste, se sont fait mettre dehors ou ont fugué suite à ça et aller dans la consommation. C'est pas genre 10, là. C'est des milliers et des milliers et des milliers. C'est pas... c'était... En tout cas, puis ce que je trouve weird aussi, c'est qu'on va dire que ces jeunes-là, par choix, sont dans la rue, tu sais. Puis t'es comme... Puis en même temps, tu peux pas dire, ben voici ce que la personne a vécu, fait que c'est quoi le choix finalement, tu sais. Ou, hey, le jeune, il consomme, ouais, pourquoi? Je veux dire, est-ce que c'est pas parce que justement, faut... Tu sais, puis je pense que la personne avait nommé avoir consommé, avoir été dans la rue, puis je pense que des fois aussi, la consommation fait en sorte qu'il y a des personnes qui sont encore avec nous aujourd'hui. Ah, c'est intéressant, j'en doute ça. pas. Il y a la consommation, puis, tu sais, j'écoutais une vidéo justement cette semaine de, je me rappelle plus quelle personne, là. C'était pas au Québec, c'était aux États-Unis, puis la personne disait, ben tu sais, il y en a qui prennent des Advil quand ils ont mal à la tête, il y a des gens qui, tu sais, la consommation est sous plein de formes, mais il y a des gens qui consomment de l'alcool pour avoir du fun, tu sais, l'humain consomme peu importe, puis il y a des gens, mais qui vivent tellement des traumas ou qui ont une situation de vie pas facile, ben en fait, qui ne seraient plus avec nous si la consommation n'avait pas été là, en fait, pour que cette personne-là reste en vie le temps puis après, quand la personne nomme, c'est difficile aussi de se le rappeler, de repasser par-dessus, de travailler là-dessus pour passer à autre chose. Puis, tu sais, moi, je l'ai vécu personnellement, de t'asseoir pour faire « Hey, j'ai vécu tout ça », puis de le revivre. Puis c'est des fois plus difficile que ce que tu as vécu parce que là, ben, t'es à jeun, puis tu réalises tout ça, tu réalises les choses que tu as fait, les choses que tu as blessées, les gens que tu as insultés, les chars que tu as pétés, tu sais, je veux dire, c'est rien, tu sais. Puis tout ça, après, ce qui est beau là-dedans, c'est de faire, ben, en même temps, je suis pas tout seul. Parce que c'est l'histoire, c'est son histoire. C'est beau et triste à mais la c'est fois. l'histoire de tellement de monde, puis en même temps, mais c'est beau de savoir que, ben, il y a des gens qui tu peux, si tu veux, qui vont vraiment comprendre. C'est quoi tout ça? Puis en même temps, tu as le jugement de la société qui est pas facile parce qu'au final, là, c'est cette personne-là qui est pointée du doigt parce que c'est cette personne-là qui vit des difficultés. Oui. Puis, tu sais, surtout, on s'entend toutes, moi, choquée, là, dans le sens que je trouvais ça vraiment perturbant à lire. Puis, c'est difficile, tu sais, elle-même, elle réalise, c'est comme quand la personne mentionne qu'elle frappait ses frères, tu sais, du plus fort qu'elle pouvait, tu sais. C'est choquant, mais en même temps... Mais moi, c'est la partie choquant qui dans le sens où, tu sais, moi, ça me brise le cœur. Ah, mais c'est... Parce que pour qu'un enfant si jeune soit violent, écoute, à part peut-être certaines exceptions, c'est parce qu'il a grandi ou elle a grandi dans un milieu perturbé. Puis c'est exactement ça, le cycle de la violence. Ben, c'est exactement ça. Puis elle disait aussi,
si c'est elle. Il me semble En que tout cas, oui, ou c'est la ça, j'ai personne, on oublié va de dire l'écrire, la mais personne... il me semble que c'est elle, oui, on OK. peut dire elle. Mais je la crois. personne disait que quand elle était jeune, ou ben, tu sais, très jeune enfant, elle vivait des grandes émotions, puis elle était difficile à gérer. Je ne sais pas exactement comment elle l'a mentionné. Mais que sa mère n'était pas capable de Ouais. gérer finalement ça. Là, Puis, tu sais. tu sais, un petit enfant n'a pas le développement du cerveau pour être capable d'avoir le contrôle, l'inhibition. Puis quand il est dans un environnement où on ne l'aide pas à développer ces capacités-là, ben, ça peut devenir trop pour l'enfant. Puis c'est ce qu'on appelle un enfant dur à gérer, qui a beaucoup d'énergie, qui n'a pas, pas quelqu'un qui est cette source externe de morceaux de cerveau qu'il n'a pas encore pour pour le contrôler, tu sais, finalement, pour contrôler ces émotions-là. Puis si émotion égale je vis de la violence, jeune, là, Ouais. qu'est-ce qui arrive à ta perception de tes émotions, ta régulation de tes émotions? Puis elle était un peu le parent de ses petits frères, petites sœurs. Puis elle a vu comment maman agit quand je pleure, c'est que je me fais frapper. Donc, quand mes petits frères, petites sœurs pleurent, je les frappe. Puis elle se sentait mal après. Puis elle se frappait elle-même à cet âge-là. Je veux dire, après, quand on voit quelqu'un qui est justement en difficulté, et encore une fois, c'est pas on n'a pas à tout savoir, Non. mais il faut toujours garder de l'empathie. Oui. Parce que, et même, par exemple, cette mère-là, qu'est-ce qu'elle avait vécu, elle? Parce qu'elle l'a dit elle-même, c'est un cycle. Ouais. Qu'est-ce qu'elle avait vécu pour frapper, laisser de côté ses enfants, les négliger, justement? Puis, en tout cas, il y aurait tellement là-dedans, mais je pense que le point clé, c'est que les déterminants de la petite enfance, c'est ce qui influence le plus le reste de ta vie. C'est là où tu bâtis, tu construis littéralement ton cerveau. Ouais. Ta perception des choses, ta perception des relations aussi interpersonnelles. Tu sais, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment des gens qui vont recréer un peu la dynamique qu'eux ont vécue quand ils étaient plus jeunes parce que c'est juste ça qu'ils ont connu. Tu sais, Ou que non, ou pas. Ou pas. Ou justement tout le contraire. Ben, tu sais. c'est ça. Tu sais, il y a beaucoup de... J'étais comme, Oui, il y a c'est espoir, vrai, là. Peut-être qu'il y a du Non, mais hope. c'est vrai. Mais c'est bien que tu le mentionnes parce que Absolument. parfois, ça peut faire aussi, contrairement à l'inverse, sans Ouais. mentionner qui, mais tu sais, si je pense à mon cercle, on va dire, social, amis, famille très large, tu sais, je connais des gens que, justement, de par le fait qu'ils ont manqué de X, Y jeunes, c'est comme si eux, quand ils ont eu des enfants, c'est comme, ils veulent quasiment offrir, là, 4 fois ça, ou, tu sais, comme... illimité, tu sais, parce que, tu sais, effectivement, ça peut faire l'effet contraire aussi, tu sais, après, on est tous différents. Je pense pas que la violence, par contre, vient toujours d'un cycle. Je pense que des fois, il y a des personnes qui ont eu une très belle vie, une très belle enfance, qui sont violents. Là. Ça arrive. Tu sais, Ça arrive. je peux en Ben nommer oui. une couple. On ne prendra pas de nom. Non, c'est ça. mais non, mais tu sais, Ouais. dans le sens, je pense que ça vient de quelque chose. Ça vient d'une frustration profonde de la personne, une personne qui est vraiment malheureuse ou qui a une perte de contrôle. Tu sais, peu importe le pourquoi. Ouais. Mais tu sais, je pense que tu peux être une personne qui grandit avec des super parents, des super valeurs, de l'amour, puis tout, puis que tu es juste t'as une passe violente. Mais je pense aussi qu'il y a des personnes qui sont violentes, puis qui peuvent changer, là. Oui. Absolument. Puis qui peuvent réaliser aussi, tu sais. Ouais. Et Puis il y en pour a que ça, non. Il y en a que... Des fois, ça prend juste de la résilience, de la force interne, un peu de chance puis de magie. Mais des fois, ou souvent, ça prend des ressources, puis un environnement, puis une communauté, un filet social, un revenu minimal ou un apport d'argent minimal pour que les gens soient capables de se reconstruire, de l'accès à des services. Donc, c'est sûr qu'il y a des personnes qui se reconstruisent eux-mêmes, qui ont une force énorme. Mais en tant que société, je pense qu'il faut donner accès à des ressources. Mais là, je vais faire un warning. Là. Tu sais, mettons, on parle de pédophilie. Tu sais, moi, j'ai déjà travaillé avec des gens qui me disent « Annie, j'ai besoin de ressources. C'est parce que moi, j'ai peur de moi. J'ai peur de ce que je vais faire. Je me suis déjà fait dire ça en clinique aussi. Ben oui, puis c'était quelqu'un qui avait jamais, en tout cas, selon ses dires, Passer à l'acte. Passé à l'acte, mais il était comme, je veux pas passer à l'acte. C'est quoi mes ressources pour ne pas passer à l'acte? Parce que c'est puis beau, là, ça, de reconnaître. Il y en existe des ressources, mais la personne, comme la honte,
Et puis, il faut que tu fasses confiance, on nous dit, à l'intervenant ou le médecin pour y dire. Mais oui. Puis, tu sais, il y a tout ça aussi. Il faut plus d'outils, plus cachés aussi. Tu sais, des gens. Intéressant. Ben oui. Tu sais, mettons, moi, il y a plein de personnes qui viennent en tête les NA ou les AA. Ouais. Ben, ça me tente pas qu'on me voit y aller. Là. Ouais. Ça me tente pas de le faire par Zoom avec ma caméra. Ah oui, oui, Tu sais, il y a ça aussi, tu sais, qu'il y en ait plus. Ouais, c'est puis intéressant. plus petit. Oui. Et c'est intéressant, en effet, ce que tu dis. Quand j'étais en stage de pédiatrie, j'ai longtemps voulu être pédiatre, donc j'ai fait beaucoup de stages de pédiatrie. OK. Puis, lorsqu'on soupçonnait une situation de négligence, le plus difficile, c'était d'essayer d'aider, de supporter la famille et que la famille l'accepte et perçoive notre bienveillance. Parce que c'est vrai que ça peut être des personnes qui ont été jugées énormément de fois, qui n'ont pas nécessairement confiance. Au système, à l'institution. Puis... En effet. Puis c'est vrai que supporter une famille, supporter des pratiques parentales sans perdre le lien de confiance, c'est souvent un grand défi. Et ça passe souvent dans, là c'est un mot en anglais, mais dans l'empowerment des capacités parentales quand ça ne dépasse pas une certaine limite, on s'entend. Mais donc, c'est vrai, des fois, la honte qui est pas dite, c'est un frein à ça. Puis donc, il faut créer, en fait, une diversité de systèmes de support où les personnes peuvent se retourner selon leur situation. Ouais. Ben oui, effectivement. Tu sais, ce qui est dommage, tu sais, des gens qui, justement, on revient à la pédophilie, tu sais, qui se soupçonnent avoir de comment je dirais, ce besoin-là, cette envie-là. Je ne sais pas trop comment le formuler, ça va être maladroit, mais tu sais, on sait qu'il existe justement tellement de choses, des plateformes où les gens en discutent, mais pas d'une façon bienveillante, dans le sens où on dirait que ça fait juste comme empirer le problème, finalement. Si on parle d'inceste, oui. parce que le nombre d'incestes, mettons que je suis au courant, je me dis c'est le nombre de pédophiles, parce que... Oui, intrinsèquement relié, là. C'est pas vrai? Oui. Ce qui est horrible en soi, puis c'est juste que ces personnes-là, ils existent. Ils sont là. Puis des ressources pour... si on donne des ressources pour les agresser, bien, si on veut être capable de briser quelque chose dans le cycle, là, justement, il faut des ressources pour les agresseurs aussi. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'empathie puis qu'on ne pense pas que c'est absolument inacceptable puis horrible. Non, mais ce que les gens vivent. Non, mais il existe ces gens-là. Oui. Je veux dire, c'est de la prévention. Le but, c'est quoi? C'est qu'ils n'agressent plus? Oui, c'est ça. C'est comme... On les ostracise puis on les met dans un coin sur une île. Ça ne marchera pas. Là. Non, ça ne marche pas comme ça. Là. Ouais. Ben, tu sais, comme le droit criminel, je veux dire, ça revient un peu... Ben, je fais des parallèles avec le droit, là, pas que je m'y connais, mais en voulant dire, tu sais, tout le monde a le droit à une défense pleine et entière, quelque chose comme ça. En voulant dire, comme il y a des avocats qui vont dire, je défends pas les gestes de mon client, je défends les droits, finalement, tu sais. Puis c'est ça, je fais un parallèle avec ça parce que je me dis, effectivement, faut des ressources pour les personnes qui sont victimes, mais il faut des ressources pour les personnes aussi qui perpétuent ces agressions-là. Pour les futures victimes qu'on veut protéger. C'est ça, aussi, oui. Puis, tu sais... On n'est pas en train de dire juste parce que moi, non, je le vois déjà correct. comment ça va être twisté. Non, on n'est non, pas en train de dire de le peut, recevoir dans un palais en or. Non. Avec comme... tu sais, comme on n'est pas en train de non plus On minimise pas quoi que ce soit non plus. C'est ça. C'est juste que d'un point de vue, on va dire, objectif de société... Chaque belle clé ou débate, Annie Michel passe. Non, inquiétez-vous pas. Pour vrai, en tout cas, de toute façon, je fais jamais de clip genre... comme choquant. Je pourrais. Il y a eu plein d'occasions où j'aurais pu, mais je fais pas ça. Là. J'ai pas mais tu sais, je voulais juste mettre au clair qu'on parle de prévention. Mais des fois, il faut le mentionner durant l'épisode pour pas justement que ça soit pris hors contexte. C'est dommage, mais on n'a pas le choix de faire ça. Puis c'est pour ça que je suis comme... on peut autant de fois qu'on veut. C'est difficile. Tu sais, je pense que tout le monde le sait. Là, moi, j'ai vécu beaucoup de violence conjugale. Puis c'était insane. Puis tu sais, on dirait que c'est drôle parce que mettons, un agresseur versus mon agresseur, j'ai pas l'empathie envers un que je pourrais avoir envers l'autre. Tu sais, mettons, mon agresseur, tu me dis on va y donner pour se réhabiliter, je suis comme... C'est comme... Pour moi, c'est... Et c'est complètement normal, légitime. Je pense que c'est normal. Genre, tu me dirais, on va... Tu sais...
En tout cas, j'ai même pas de mots pour exprimer Ouais. comment je pète. Ouais. Ça passerait pas. Puis après, moi, je travaille avec des gens qui sortent de prison. Il y en a qui ont été 20 ans en prison. Ah ouais. Puis ma job, par contre, dans mon rôle d'intervenante, il a été jugé déjà, il a fait la prison déjà. Mon rôle, c'est sûr, c'est de faire attention. S'il y a des comportements que je vois qui m'inquiètent, que blablabla, tu sais, c'est d'en parler avec la personne, justement, avoir des ressources. Mais après, dans ma vie personnelle versus ma vie professionnelle, Il y a tout versus ça ce que aussi. j'ai vécu, il y a comme trois Oui. angles différents, puis Ouais. trois... Ça veut pas dire qu'il y a une des perspectives qui est pas valable pour Non, autant. c'est non, ça. c'est ça. Non. Puis, d'un point de vue de santé publique, tu sais, on a toujours un continuum en termes de santé. On veut faire la promotion d'une saine santé. Là. Fait que dans ce cas-ci, une promotion d'un lien sain entre parents et enfants, avoir des environnements qui permettent à l'enfant d'être bien puis qui permet aux parents d'être bien à leur plein potentiel, tout ça. Ensuite, il y a la prévention. Fait qu'on veut éviter des gestes de négligence, par exemple. Et là, ça recoupe un petit peu la promotion, mais par exemple, avoir accès à des services de garde qui ne coûtent pas très cher ou, bon, ça... On travaille en amont, finalement. Là. On est C'est comme, ça. Mais pour prévenir quelque chose de négatif. Mais dans la prévention, on a aussi la prévention secondaire et tertiaire. Là, la prévention secondaire, c'est de dépister, donc de trouver, de mettre le doigt sur une situation qui va pas bien pour ensuite intervenir. Et la prévention tertiaire, là, c'est celle qu'on oublie souvent. C'est celle où on agit après l'événement pour ne pas pour pas qu'il y en ait d'autres qui se produisent après ou pour réduire les impacts. Mettons, si on parle d'un infarctus, par exemple, là, on va mettre en place des actions pour pas qu'il y ait un autre infarctus. Mais dans ce cas-ci, quand on parle de ressources pour les agresseurs, je pense qu'on est là aussi dans la prévention tertiaire, puis dans les ressources pour les personnes agressées, bien entendu. Mais ça, ça va de soi. la mais base. on veut réduire les risques pour le futur. Donc, on n'a pas le choix d'intervenir des deux côtés. Moi, j'ai question weird, mais j'ai l'impression que aussi la prévention passe par l'accès à l'avortement. Ah, ça, j'y avais pensé, puis tu vois, c'est un parallèle loin. Tu te fais agresser. Là, je pense pas que j'ai à vous expliquer à quel point c'est traumatisant. Oui. Si on enlève l'accès à l'avortement, puis que... En tout cas, et qu'on force des personnes à avoir des enfants qu'elles ne désirent pas du tout, le cycle de négligence et de violence va éclater. C'est vraiment intéressant. 100%. Mais oui. C'est comme quand on demande, mais on est contre l'avortement, donc est-ce qu'on va investir plus pour soutenir les jeunes femmes qui ont des enfants dans des contextes extrêmement difficiles? Mais Non. parce qu'ils vont l'aimer, en tout cas. Ah non, c'est ça. C'est comme... Ah non, mais je l'avais pas vu comme ça, mais c'est vraiment intéressant. Puis c'est aussi, je pense, une augmentation des conséquences du trauma sur la personne qui vit une agression que d'être obligé de garder un enfant. Je veux dire, Ça doit être... Non, mais... le trauma est incroyable. Tu dois haïr. Tu sais, t'as deux choix, on dirait, comme... Mettons, quelqu'un vient me voir, il me dit, ça, c'est mon bébé, c'est mon père, il m'a agressé, voici mon bébé. Ça existe, je le ces déteste, histoires-là, je vais faire comme je comprends. Mais ça existe. Ça ces mais ça histoires-là. existe. Ben oui, on n'est pas en Mais train de rien l'inverse inventer. aussi existe. Oui, J'ai déjà entendu des gens Oui. qui expriment que c'est le résultat, pas le résultat du même, c'est bizarre, mais que l'enfant a été conçu soit dans une agression ou inceste puis parfois. Finalement, ça va. Mais on ne peut t'sais, pas prévoir non plus comment on va se sentir. Puis tout, mais l'accès à Mais- l'avortement, que ben la oui. personne fasse le Le choix. choix. C'est ça, c'est parce qu'on que peut pas si en choix. partant, la personne ne veut pas de cet enfant, je veux dire, Non. ça Ben, revient je toujours veux au dire, choix. là. C'est ça qu'on protège aussi. Le là, choix. c'est ça. Après, la Ben oui. personne... Oui, mon Dieu. C'est super intéressant. J'ai une petite dernière Vas-y. histoire. Ah, mon Dieu, j'ai dit ça heureuse. Genre, vas-y, une dernière histoire de négligence. Mais non, c'est bien correct. C'est correct de Oui. garder cet équilibre-là parce que, Sinon, c'est trop. ben oui, puis tu sais, c'est pour ça, là, tu sais, autant que je disais tantôt, vous pouvez l'écouter comme sur Mais plusieurs oui. fois, tu sais, comme, Oui. je pense que c'est normal aussi c'est ça, pas d'ajouter de la légèreté, mais de juste, laisser la soupape. Bref. Dernière histoire, donc, en plus de la négligence, trauma-avertissement, il va être question cette fois-ci d'alcoolisme et encore de parentification. Il y a un titre pour cette histoire, et le titre « Grandir trop vite pour protéger ma mère ».
Je ne suis pas capable de dire si c'est de la négligence. J'aurais tout fait pour protéger ma mère, mais aujourd'hui, je me rends compte que ce n'était pas juste à moi de le faire. Je suis une femme de 23 ans et j'ai grandi comme enfant unique dans une famille aimante et normale, entre guillemets, en apparence. Mes parents m'ont eu jeune et ne sont pas restés ensemble. Ma mère a eu des problèmes d'alcoolisme quand j'étais petite, mais aujourd'hui, elle va mieux et nous avons un lien très fort. J'ai grandi entourée de mes grands-parents maternels et paternels qui m'ont toujours soutenue. Pourtant, il y a quelque chose que je n'ai jamais partagé avec eux. Il y a quelques années, mes grands-parents maternels m'ont dit qu'ils étaient heureux que je sois là, car ma présence aurait sauvé ma mère et lui aurait donné une raison de se battre. À ce moment-là, j'ai ressenti un mélange de fierté et de malaise, parce qu'au fond, je savais que ce fardeau était bien trop lourd pour une enfant. J'ai grandi en portant une responsabilité qui n'aurait jamais dû m'incomber. Ressentir de la peur, du stress, anticiper les besoins de ma mère et essayer de maintenir un semblant de stabilité à la maison. Même entourée d'amour et de soutien, il y avait cette tension constante et cette anxiété silencieuse qui pesait sur moi. Aujourd'hui, je comprends mieux. Je suis devenue plus forte, plus empathique et consciente de mes limites. Ce que j'ai vécu n'était pas juste, mais ça m'a donné une force intérieure que je n'aurais jamais imaginée à l'époque. Ouais. On dirait que je travaille beaucoup avec des mamans en situation d'itinérance, là, tu sais. Puis il y a comme un breaking point, un moment donné, dans ces parcours-là, de faire... Tu sais, il y a beaucoup de femmes qui aiment beaucoup leurs enfants, là, puis c'est comme... qui restent en vie parce qu'ils ont un enfant, parce que leur enfant existe. Ouais. Puis tu vois, cette semaine, j'avais une discussion avec une femme en situation d'itinérance. J'ai dit, regarde, là, on va sur soi. Genre, là, on va penser à soi en premier. Puis quand ça sera le temps, on réintégrer l'enfant, la personne est dans la rue, mais si on pense juste à... Il faut que je trouve un appart, mais avec 2 chambres parce que mon enfant a la DPJ, on n'y arrivera pas. Il faut vraiment aller sur soi. Puis le fardeau de mettre ça, je vais m'en sortir pour mon enfant. Je vais faire ça pour mon enfant. Mais pendant ça là, de l'autre côté, tu as l'enfant qui vit quelque chose. La vie continue. La vie continue. Ben, faut pas non plus mettre justement ce poids-là de faire je suis la raison de, sinon ça va scraper tout. Tout va s'effondrer de toute façon, tu sais. Puis, fait que j'ai l'impression que je comprends un côté de dire, ben, c'est la raison que je me bats, c'est mon enfant. Puis après, tu as le fardeau de dire, la raison pourquoi ma mère se bat, c'est moi. C'est gros quand même à porter. Énorme. Ouais. C'est gros à porter. Puis on revient un peu à ce qu'on disait à la première histoire. Moi aussi, d'une part, je suis comme, je comprends, puis c'est comme... Pas parce que les choses s'expliquent que... Ben non, c'est ça, tu sais, ça revient à ça, là. Mais en même temps, c'est pas... Je pense aussi, il y a une différence entre dire, oui, elle a été la raison que sa mère est là, mais tu sais, aussi peut-être elle n'a pas raconté toute l'histoire. Non, mais c'est ça, oui. Peut-être que c'était aussi des beaux moments qu'elle vivait avec sa mère quand elle la voyait, qu'on le sait pas, tu sais, peut-être oui, elle était peut-être pas malheureuse constamment c'est pour ça, autant. t'sais. C'était peut-être qu'à une certaine période de sa vie, ça C'était pesait un peu plus. Puis je pense que c'est le genre d'affaires qu'on réalise vraiment plus tard, justement, quand on devient adulte, qu'on revient un peu sur notre parcours, puis qu'on... Ah, tu sais, puis il y a des trucs qu'on interprète ou qu'on vit quand on est jeune, qu'une fois adulte, on fait « Ah, ben finalement, ça, c'était une fierté, ou ça, tu sais, je le ressentais de même, puis aujourd'hui, ah, ben finalement, peut-être que c'est pas sain à 100 Tu sais, c'est correct aussi de vivre avec ça puis de découvrir ça quand on est adulte. Là. Puis souvent, les enfants recherchent tellement l'amour de leurs parents qu'ils vont pas réaliser que certaines choses sont difficiles. Puis c'est ce qui peut rendre difficile aussi des fois d'aller demander de l'aide à son enseignant ou à d'autres membres de la famille, quelque chose comme ça. Et ça, c'est un instinct de survie aussi. Là. Jusqu'à un certain âge, l'enfant est dépendant de son parent ou de son caregiver, là, de son tuteur, de la personne qui s'occupe de lui. Donc, protéger ce lien-là pour l'enfant, c'est un instinct de survie, ce qui fait que l'enfant va accepter beaucoup, puis il va continuer de chercher l'amour, soit qu'il l'a pas, soit qu'il l'a, mais avec des situations difficiles.
quand un parent va pas bien, puis que l'enfant est jeune, je pense que ça peut avoir un impact sur le sentiment de sécurité. Je m'excuse, j'ai une petite mousse. Ça peut avoir un impact sur le sentiment de sécurité de l'enfant. Ouais. Tu sais, je pense on parlait de problèmes de consommation avec un jeune enfant. Parfois, la consommation, bien, ça change le comportement, ça altère la capacité de prendre soin de quelqu'un d'autre. Donc, pour un enfant, ça peut être très difficile quand c'est vécu à cette période-là de la vie. Puis, je pense qu'une chose qui est très réconfortante, c'est de valider plus tard dans la vie, valider pour la personne que ça a été difficile, puis peut-être pour le parent, ben de valider auprès de l'enfant que ça se peut que ça a été difficile, tu sais. Puis en tout cas, des fois, je trouve que ça aide à ouvrir le dialogue quand il y a possibilité de dialogue. Là. Il y a des enfants aussi qui vont... j'ai le mot s'adapter, là, mais qui vont peut-être adapter leur comportement ou leur façon d'agir pour combler les besoins du parent aussi. Tu sais, il y a ça, là. Est-ce que là, ça c'est quand même intrinsèquement lié, j'ai envie de dire, mais tu sais, les veux pas, on sait, là, je veux dire, un enfant, ça a des besoins et tout, mais parfois, les parents aussi, je sais pas comment l'expliquer, là. C'est un peu... Pas qu'ils utilisent l'enfant pour combler un besoin, mais tu sais, qu'il y a certains de ces besoins-là en tant que parents qui peuvent être comblés par l'enfant. Je vais le dire comme ça, tu sais, ça peut être affectif, ça peut... Fait que, tu sais, ça en est comme on dirait un comme à l'extrême, j'ai envie de dire, où là, ça en est au point où c'est une question de raison de vivre, tu sais, Puis, je suis certaine que les grands-parents, en disant ça, ils n'ont pas dit ça pour mal faire, tu sais. Pour eux, c'était comme... Puis on dirait que, même j'y repense... Ça reste qu'eux autres aussi, ils parlent de leur fille puis de leur petite fille. Tu sais, c'est comme les parents disent ça en se disant comme, ben, moi, je suis... Mais en même temps, il y a plein de parents pas négligents ou qui le disent, là, mon enfant, c'est ma raison de vivre, personne ne dit rien là-dessus. Ben, je veux dire, il y a les deux côtés. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. On peut peut-être le dire parce que ça met une grande pression. Oui, c'est ça. Parce que si tu ouvres TikTok puis tu regardes les petites familles parfaites, mes enfants, c'est mes raisons de vivre. Là. Tout le monde, tout le monde est en train de le dire. Fait mais il y a une façon peut-être effectivement un peu glamour de dire ça, ou en tout cas, surtout, mon Dieu, c'est un autre sujet, ça. Montrer ses enfants sur les réseaux, en tout cas. C'est un autre sujet. Mais oui, tu sais, effectivement, dépendamment du contexte, le ton aussi. Tu peux être jugé pour pas le dire. Que ton enfant, c'est ta raison de vivre. C'est vrai. Ou de pas si montrer dis, ton enfant. Moi, mon enfant, c'est pas ma raison de vivre. Oh, Lord. Ah, tu fais juste pas le dire dans ce temps. Non, mais en voulant dire, ce n'est... Mais c'est parce que c'est... Ben, ça veut pas dire que tu des raisons pas, de vivre. C'est juste que c'est une. C'est ça. Ton enfant sera toujours une des raisons de vivre, je pense. Mais après, c'est ça, c'est de dire c'est vrai que c'est... Là. Ça met un poids, absolument. Un sort aussi, on dirait que ça jette un sort là-dessus, c'est sûr. Mais tu vois, quelqu'un qui struggle, qui le dit, ça peut mettre un poids, mais quelqu'un qui a aucun struggle, qui le dit, c'est-tu merveilleux, genre. C'est vraiment intéressant. C'est vrai, ouais. Puis, tu sais, si on revient à un enfant dont le parent vit une difficulté ou n'est pas capable de prendre soin de ses besoins, moi, ça me fait penser à l'importance de l'école puis du rôle de l'enseignant. Ma mère était enseignante au primaire, puis dans un milieu, disons, non socio-économiquement aisé, là, si on veut, dans le sens qu'il y avait, pas tout le monde, il y avait certaines familles qui vivaient des difficultés. Puis, elle a vu des situations de négligence, je pense, souvent dans sa carrière. Elle m'en a raconté quelques-unes des années plus tard. Là. Mais pas enfant. De un, elle en faisait plus que ce pourquoi elle était payée. De deux, elle avait des ressources d'aide, orthopédagogue, psychologue, etc., mais pas assez. Mais de trois, je pense qu'elle a fait une différence énorme dans la vie de plusieurs enfants. Puis, c'est ça, c'est un filet incroyable pour des enfants. En même temps, quand il y a des situations difficiles à la maison, des fois, les leviers manquent, pour aller supporter la famille et non seulement l'enfant. Mais bref, tout le monde qui est dans l'environnement d'un enfant, que ce soit éducateur, éducatrice en garderie, enseignant, tout le personnel
de soutien, puis les gens qui sont dans le système de soins, de santé, mais intervenants, mais là, quand on arrive plus jeune, ou même pour les enfants, c'est des personnes qui font une différence énorme pour des enfants qui vivent de la négligence, puis qui leur permet de traverser cette phase-là. Mais il y a de plus en plus de parents en situation d'itinérance. Là. Je veux dire, des familles là, en situation d'itinérance. Puis, en même temps, c'est horrible parce que en tout cas, c'est mon point de vue à moi, là, mais tu sais, c'est déchirant parce qu'il y a des gens que la seule raison, c'est juste parce qu'ils n'ont pas de toit puis ils n'ont plus leur enfant. Tu sais? C'est pas nécessairement des personnes La seule raison qu'ils n'ont plus leur enfant, c'est qu'ils n'ont plus de toit, c'est ça? Mais c'est des personnes qui travaillent temps plein, là. Genre, je veux dire, l'itinérance a changé, là. Faut que les gens comprennent qu'on est rendu à un autre niveau, OK? Puis au Québec, on est la seule province qui n'a pas de ressources famille-enfants en itinérance. Il faut les envoyer en Ontario. C'est-à-dire que toutes les autres provinces au Canada ici, ont un t'as programme. mère-enfant, père-enfant, situation d'itinérance, mais t'as pas famille. C'est comme si on ne conçoit pas que ça peut être une... Famille. Mais puis il va en avoir, j'ai l'impression, de plus en plus, malheureusement. En tout cas... Ben, il y en a. En tout cas, comment je dirais, de la situation actuelle, c'est touché des parce que t'es comme... aussi... Il va falloir... l'enfant va être arraché dépendamment de son âge, là, mais tu sais... C'est perturbant, là. Puis là, tu sais, t'as la raison de vivre, mais essaye d'expliquer à quelqu'un dans la rue qui vient de perdre ses enfants parce qu'il est dans la rue qu'il faut continuer à se battre, genre, mettons, là. Tu sais, genre, ça se peut qu'il me regarde et il est comme Annie... J'ai besoin... Annie prend le bord. Comme... non, mais j'ai besoin de... Oui, là, c'est... Mais en fait, c'est ce qui fait en sorte qu'il y a plein de gens qui nous le disent pas, qui ont des enfants dans la rue, là. Tu sais, il y en a que j'apprends... Tu vas apprendre vraiment plus tard qu'il y avait un enfant dans l'histoire, là, parce que, ben... Sans vouloir encore piquer, là, mais genre, c'est pas vrai là, que les institutions puis que le gouvernement, c'est aussi juste doré et tout beau. C'est pas vrai. Fait que, tu sais, puis on l'entend de plus en plus là, avec la DPJ, fait que c'est aussi ça fait peur. Je veux pas que mon enfant y aille avec la DPJ. Je veux pas que mon enfant y aille avec le gouvernement parce que il y a aussi de la négligence du côté du gouvernement puis des institutions. J'ai juste pas envie de jouer la game parfaite du aller demander de l'aide aux institutions ou aux profs. Oui, il faut, mais la crainte reste là, puis elle est comprenable, cette crainte-là. Ça relève vraiment de cas par cas. Dans le sens qu'une expérience X n'invalide pas une autre expérience. Puis, tu sais, je le mentionne aujourd'hui, comment je dirais, le rôle de la DPJ a joué... je crois, de ce que j'interprète puis de ce que les personnes sont semblées écrire, tu sais, un rôle quand même important puis bienveillant, positif, tu sais. Mais j'ai conscience que c'est pas toujours le cas. Tu sais, puis j'ai même reçu des publications dans la dernière année, les 2 dernières années. C'est un épisode peut-être que je veux faire. Je sais pas trop ce qui m'attend avec le podcast, mais tu sais, j'ai pas eu l'occasion de faire un épisode là-dessus, mais... c'est ça. Sachez juste que j'ai conscience qu'il y a de tous les vécus avec l'institution en tant que telle. Puis oui, il faut pas penser... Tu sais, c'est triste, mais il y a des failles un peu partout, dans le sens que... Puis c'est comme... Mais c'était pas ça l'intention, là. Ils ont pas créé la DPJ en disant on va créer des traumas, là, du tout, tu sais. Mais ça reste que... Non, c'est ça, c'est que... C'est un trauma en soi aussi. Oui, il y a des petites lunettes roses. Je comprends que, surtout dans des situations comme ça, j'ai conscience qu'il y a des beaux scénarios, il y en a des moins beaux. Puis même si ça a été positif pour toi, la DPJ, ça veut pas dire que c'est pas un trauma de vivre, de quitter sa famille pour aller... Même si tout ton placement, il a été que positif, ça veut pas dire que ça n'a pas amené de l'anxiété, du changement, d'autres... ça fait partie de l'histoire, tu sais. Je pense que l'objectif, c'est que c'est oui, d'amener plus de ressources, disons, à la DPJ ou à ce service-là, mais c'est d'agir en amont pour qu'il y ait moins de demandes puis de besoins. Donc, la prévention pour pas qu'on ait besoin d'intervenir à des moments où il y a une famille dans la rue, on n'a pas d'endroit pour les parents, on place l'enfant, ou alors où
les parents ou la famille arrivent à un point où ils peuvent plus s'occuper de leurs enfants, où il y a de la consommation de substances ou de la négligence ou de la violence. Puis ça commence vraiment tôt. Puis ça commence même quand ces parents-là étaient enfants, puis quand leurs parents étaient enfants. Ouais, ouais. Bref, on est dans de l'incroyablement complexe, mais moi, je pense que, tu sais, il faut investir dans des services de qualité de la DPJ pour être capable d'amener l'environnement le meilleur possible dans des situations extrêmement difficiles. Puis que les parents n'aient pas peur de demander de l'aide. Non, Et c'est créer ça. la confiance, là, aussi. Tough. Tu sais, Ouais. je veux dire, c'est ça l'affaire, c'est que d'une part, tu sais, c'est ça qu'on dirait que je souhaite cette confiance-là, tu sais. Mais toi, tu as des enjeux de conso, mais que tu as des enfants. Si tu le dis que tu as des enjeux de conso, tu te fais enlever tes enfants. Mais si tu le dis pas, comment tu... c'est comme et où fourré, l'aide là. pour tes enjeux Ouais. de conso? Fait que Ouais, c'est puis là, t'as comme... de la difficulté à prendre soin de ses enfants, Fait que peut-être. c'est comme un... complexe. Si Ouais. je vais chercher de l'aide pour ma conso, on m'enlève mes enfants. Mm. Si je le... En tout cas... Ah ouais, non, mais c'est beaucoup plus complexe aussi. Je pense Ouais. que des fois, on a un regard sur certaines situations, puis on réalise pas à quel point c'est ça, c'est que c'est pas facile, là. Non. Tu sais, oh là là. Et quand on pense à ça, moi, ça me fait vraiment me poser la question, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais en même temps, les Ouais. histoires qu'on a lues aujourd'hui, ça montre finalement que peu importe les circonstances, il y a des portes de sortie Oui, parce que des gens qui racontent comme ça leurs histoires ouais. ont assurément fait un pas par en avant. On a quelqu'un qui nous disait qu'elle voulait consciemment briser le cycle de la Ouais. violence. Puis là, c'est aussi l'occasion de donner la chance à cette personne-là comme société, même si Ouais, bon, ouais. c'est un peu flou, là, de s'en sortir. Puis c'est vrai qu'il y a des beaux exemples et il faut s'appuyer là-dessus, comme tu nous mentionnais tantôt, Annie. Puis les parents peuvent changer, là. C'est Oui. comme... Il peut... Ouais. T'es pas non plus condamné. Pas figé dans le temps ou dans... Faut rester dans Non, l'espoir. ouais. 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 Ouais, je pense que oui. T'es pas non plus condamné. Mettons là, que t'es un parent, t'es pas condamné à rester ce parent-là non plus, tu sais. Tu peux toi aussi Oui, évoluer, oui. là, dans le sens où tu sais, je Ouais. pense que effectivement, il y a la personne, l'individu, puis il y a ton rôle de parent, tu sais, dans le sens que tout ça peut coexister. C'est un cheminement qui peut se faire en parallèle, qui sera pas facile, on s'entend, là, tu sais, je veux pas dire « Ah, c'est si simple! » Mais ça reste que oui, c'est un cheminement qui se fait, puis ultimement, de travailler sur soi, c'est de travailler sur le parent que t'es, je pense, puis la famille, le milieu, les enfants ne peuvent qu'en bénéficier, fait que c'est pas un travail facile, mais effectivement. Ah, Eh, mais merci, attends, c'est mon drôle que Dieu. tu disais que ta mère était prof au primaire, avec... parce que ma Ma mère mienne- aussi, Ah oui? dans des milieux, ouais. Ben, la Ok. mienne enseignait jusqu'à Oui. tout récemment au primaire, ouais. Ah ben voilà. C'est c'est bien bien drôle. drôle. Ma mère, elle Trois enseigne mères encore. Ah oui! Ben, parce qu'elle avait pris sa retraite, puis là, il y avait besoin d'aide. Ben, Ah oui. ma mère aussi, c'était ça, mais finalement, en tout cas, en ce moment, Mm. je dirais qu'au niveau... en tout cas, Ouais, je sais pas ouais, si elle ouais. va en faire Mais c'est encore drôle, tant les que ça. trois, notre Ben maman oui. était prof de primaire. C'est bien drôle. On va en profiter pour dire merci Ah, Au mon prof. Dieu, oui! ainsi qu'à tous les, Oh, à oui. tout le personnel scolaire parce Oui. que Ah, oui, oui, oui. la thématique d'aujourd'hui, L'ensemble du personnel, ouais. elle est tu sais, grandement amoindrie, si on veut, grâce à l'impact des profs Ah ouais. puis du personnel scolaire et de la petite enfance là, Oui, oui. pour la vie de ces personnes-là. Ah, faut pas sous-estimer, franchement. Oui, merci, surtout. En tout cas, je trouve qu'en ce moment, surtout, là, je les trouve bons, les profs, là, franchement. Mais merci tellement. Merci à vous. Merci à vous. Franchement, ouais, je suis comme super... c'est drôle à dire, super contente, mais en voulant dire, j'aime beaucoup les angles qu'on a abordés. Je trouvais ça super intéressant. Puis je remercie encore une fois les gens qui m'ont écrit, qui ont fait preuve de... J'ai envie de dire de générosité, mais surtout de vulnérabilité, Oui. finalement. Là. Puis, De courage. Ouais, de courage, de force, franchement. Je vous incite à... Oui, vas-y. Et je pense que grâce à leur générosité, justement, là, ça permet une discussion, une réflexion, un dialogue. Ouais. Puis c'est important. C'est vraiment complexe. Puis encore une fois, on essaie toutes de se faire une tête et on n'est pas assez à trois Non, mon pour Dieu. se faire une tête là-dessus. Donc, si on est capable, en tant que société, d'en parler, ben Ouais. ça va nous aider à Oui. aller de l'avant. Et tout ça pour le bien des enfants, le bien-être de tout le monde et éviter des situations de négligence comme ça. Ouais, l'impact est collectif en bout de ligne. Je vous invite à découvrir les ressources que je vais partager en description.
Puis si vous désirez assister à la première du film, Négligence, qui aura lieu le 26 septembre prochain à Montréal, ou encore de louer le film en ligne dès qu'il va être accessible, tous les détails, tous les liens, encore une fois, accessibles dans la barre d'information, de description. Donc, merci encore une fois. Merci. Puis merci de votre écoute, tout le monde. Je vous dis à la prochaine!